Et bonjour à vous cinq. Gwenaëlle Bongiovanni, vous êtes directrice adjointe à la direction ingénierie et projet de RTE. Marc Girard, ancien responsable conseil grande entreprise à l'OPB-BTP. Karine Jarno-Forestier, responsable maîtrise d'ouvrage à l'OPB-BTP. Guillaume Robin, au centre chargé de projet Jeux Olympiques et Paralympiques à la Drietz. Et Henri Specht, donc directeur des opérations d'aménagement et ancien directeur du projet du village des athlètes à la Solidéo. On parle de culture commune de sécurité. Ça veut dire quoi concrètement et comment on la fait vivre au quotidien, Karine Jarno-Forestier? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va prendre un petit peu de hauteur. On va commencer en parlant pas de JO, mais de quelques éléments de langage. Quand on parle d'une culture, tout le monde sait ce que c'est, on parle de codes, de références, d'éléments qui font qu'entre individus, on s'apparente à un collectif. Et bien, quand on parle de culture sécurité, ça veut dire qu'on a des éléments de référence en culture de prévention qui font qu'on sait ce que l'autre va comprendre quand on lui demande quelque chose, quand on lui apporte un outil, une solution. La culture prévention, c'est finalement créer un cadre commun, un cadre de référence avec des outils, des pratiques, des langages, des rituels qui vont être partagés depuis la direction, l'exemplarité des chefs, comme on le dit souvent, jusqu'à l'opérateur, le compagnon, mais en emportant la totalité du collectif. C'est ça la culture de sécurité. Et ça commence bien avant le début du chantier. Alors ça commence bien avant. Déjà pourquoi ça commence? Parce que quand on pose une culture de sécurité, une culture de prévention, on essaie au travers de ce cadre commun d'aller relever et répondre à des enjeux sociaux, humains, fondamentalement. Quand on parle de prévention, c'est ça ce qui anime. Mais on va aussi parler, et les précédents intervenants l'ont très bien dit, on va parler délai, on va parler qualité, on va parler ambition technique. Donc pour relever tous ces enjeux-là, on ne peut pas commencer à penser en amont. Quand on arrive, je dirais, dans un pays, la culture, elle est préexistante. Donc il faut s'y habituer. Ben, sur un chantier, on ne peut pas se permettre. Donc elle se construit bien en amont. C'est ce qui a déjà été dit. La Solidéo a pensé tout cela très en amont. La charte sociale a été l'élément fondateur, avec ensuite les déclinaisons qu'elle a eues. Mais c'est bien entendu dès je dirais les prémices du projet qu'il faut que cette culture se construise avec l'ensemble des parties prenantes. Alors Gwenaëlle Bongiovanni, vous vouliez nous parler d'un projet d'ampleur pour RTE qui illustre bien cette culture sécurité. Un tunnel de 2,5 km creusé entre le village des athlètes et le quartier de la Briche à Saint-Denis. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour remettre ce chantier dans un contexte un peu plus global, RTE, donc c'est le réseau de transport d'électricité, donc nous avons contribué aux Jeux Olympiques de deux façons. La première par la sécurisation de l'alimentation des Jeux Olympiques, évidemment, et puis la deuxième, ça a été aussi notre contribution à l'aménagement des sites olympiques, ce qui est peut-être moins connu. Et donc nous avions un certain nombre de projets, de chantiers à mener, dont celui dont vous venez de parler, qui en fait était la mise en souterrain de liaisons de 225 000 volts. Donc ça commence à être des gros câbles. Et donc pour qui dit mise en souterrain, dit tunnel, évidemment. Un chantier que nous avons commencé en 2019. Donc ça veut dire Covid aussi. Donc en termes d'enjeux sécurité, qualité de vie au travail, santé, voilà, ce chantier a amené beaucoup de choses. Donc il nous a permis de retirer 27 pylônes, de libérer beaucoup de foncier, de libérer 80 hectares à peu près de foncier, qui ont permis à la fois l'installation du village olympique et à la fois de libérer du foncier pour les collectivités, que ce soit Saint-Denis, l'île Saint-Denis ou Villeneuve-la-Garenne. Alors Henri, vous connaissez bien ce chantier puisque vous étiez, je le rappelle, directeur de projet du village olympique. Un chantier complexe au croisement de plusieurs projets, de champs d'intervention, de maîtres d'ouvrage différents. Quelle a été la méthode ?
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Déjà, effectivement, c'est un chantier qui s'est implanté dans un site très particulier. On est en milieu urbain dense. Donc, le fait d'être en milieu urbain dense sur 52 hectares, ça suppose déjà de comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Alors, tout le monde a parlé du collège tout à l'heure. Il n'y avait pas que le collège, il y avait un lycée, il y avait la cité du cinéma, il y avait une école d'ingénieurs. Il y avait donc toute une série d'équipements publics qui étaient directement imbriqués dans le chantier. Ce qui nous a poussé finalement à aller au-delà de ce qu'on aurait fait instinctivement. Donc déjà, on a énormément travaillé sur la question de la planification, ce qui est un facteur de réussite pour tenir le planning, mais qui finalement nous a aussi aidé à produire énormément de sécurité. Pourquoi? Parce que par l'anticipation de la planification, on a identifié énormément d'interfaces entre les acteurs. Et cette identification des interfaces entre acteurs, c'est non seulement un élément clé de la planification, mais c'est aussi une façon de résoudre énormément de sujets de sécurité en amont. Et donc c'est le point que j'avais envie de souligner pour introduire cette question de l'anticipation. Et puis une posture du maître d'ouvrage que nous sommes, qui s'est quelque part, qui a pris à son compte des méthodes industrielles. Et par exemple dans le village, on a mis en place un système de marche en avant dans le village qui est très spécifique dans un projet d'aménagement urbain. Alors RTE est une grande entreprise avec une rigueur des process, une culture sécurité déjà qui est très forte. Qu'est-ce que vous avez mis en place spécifiquement sur ce chantier pour renforcer la sécurité? Oui, alors vous l'avez dit, nous avons une culture d'entreprise très tournée vers la sécurité, vers la globalement, même je dirais santé au sens large. Et donc nous avons un système de management de la sécurité, une politique, et je crois que ça a été dit, c'est l'importance de l'exemplarité, donc une politique santé, sécurité, qualité de vie au travail, qui est portée par le plus haut niveau de l'entreprise et qui est déclinée ensuite en règles, voilà, en organisation. Donc c'est la raison pour laquelle, et je tenais à le souligner, nous avons aussi souhaité signer cette charte, bien que ne travaillant pas directement sur un ouvrage olympique classique. Bref, pour répondre à votre question, je vais y répondre. Oui, nous avons mis en place des choses très en amont, des choses que l'on fait traditionnellement, comme par exemple de demander à l'ensemble de nos opérateurs de signer ce qu'on appelle un pass haute tension pour travailler sur le risque que nous amenons finalement de par nos activités, mais nous avons aussi réfléchi à des choses supplémentaires suivant la typologie propre du chantier que nous avions à mener. Et donc dans ces choses spécifiques, bien, nous avions mettre en place un préventeur tous les jours, c'est-à-dire une présence vraiment sécurité tous les jours sur le chantier. Nous avons mis en place une astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une astreinte RTE, pour pouvoir répondre notamment pendant la phase de creusement du tunnel à la moindre des problématiques. Nous avons pris un coordonnateur sécurité qui avait une spécificité puisqu'il était spécialiste des travaux souterrains. Nous avons travaillé avec la brigade des sapeurs-pompiers pour faire des exercices réguliers. Nous avons mis en place un caisson hyperbare, puisque, comme vous le savez, quand on fait des travaux souterrains, il y a des risques qui sont inhérents à cette activité-là. Nous ne nous sommes pas contentés de se dire qu'il y avait de réserver quelque part ces caissons dans les hôpitaux voisins, mais nous avions notre propre caisson. Voilà, et puis je terminerai juste en disant, et ça c'est une évidence, beaucoup de visites de sécurité et de points d'arrêt, mais pourquoi je le souligne? C'est parce que cette implication a été très forte à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire ce n'est pas seulement l'équipe projet qui allait inspecter le chantier, mais vraiment également la direction, et moi-même en tant que directrice du centre qui pilotait à l'époque ces projets, je me suis rendue de très nombreuses fois sur le chantier pour faire ces points d'arrêt. Et malgré ces mesures exceptionnelles, est-ce qu'il y a eu des accidents? Oui, alors ce serait mentir que de dire que nous n'en avons pas eu. Malheureusement, ça a été dit précédemment dans les interventions, il n'y en avait eu qu'un, on l'aurait déjà déploré. Donc nous avons eu 20 accidents au global. Alors des accidents qui avaient peut-être, en termes de typologie, aucun de ces accidents n'a été grave ou mortel. Nous n'avons eu que, je dirais, des accidents un petit peu habituels, que sont enfin, habituels, c'est pas le terme, mais peut-être classiques, de type accident de plein pied, accident de trajet. Et cela me fait dire qu'il ne faut jamais relâcher, c'est-à-dire qu'en fait, nous étions très focus justement sur les accidents spécifiques
Et je pense que toutes les mesures dont je viens de parler ont permis justement d'éviter des accidents graves et mortels sur cette typologie d'accidents. Pour autant, effectivement, attention à deux choses. La moitié des accidents que nous avons eus étaient des accidents d'intérimaires et la plupart, et 100% de nos accidents étaient des accidents classiques. Donc voilà. Guillaume Robin, vous êtes chargé de projet JO à la Driette. D'abord, quelques chiffres sur les contrôles qui ont été menés sur les chantiers. Oui, donc sur les contrôles des chantiers qui étaient supervisés par la Solideo, il y a eu environ 1300 contrôles, 1300 interventions, dont une large part de contrôle. C'est ce qui a pu être dit, il y avait à peu près un contrôle par jour, qui était vraiment un contrôle. À côté de ça, on avait aussi des participations à des réunions ou d'autres interventions d'enquête qui pouvaient ressortir d'un contrôle à proprement parler. Mais voilà, il y a 1300 interventions qui ont été faites sur les chantiers olympiques. Ces interventions, on peut noter aussi qu'il y a eu à peu près une centaine d'arrêts de travaux, donc c'est-à-dire des situations où on a enlevé des salariés de situations de danger grave et imminent. Donc tout ça pour vous montrer que notre intervention n'était pas juste de l'accompagnement, etc., mais qu'on a vraiment eu une action coercitive sur les chantiers. Combien d'agents étaient mobilisés et comment est-ce que vous êtes organisé au sein de la Driette? Donc il y a une unité de contrôle grand chantier qui a été créée en 2019 avec 8 agents qui étaient spécialement dédiés au contrôle des chantiers du Grand Paris et des Jeux Olympiques, et donc qui intervenait régulièrement sur les ouvrages olympiques. Et à côté de ça, on a l'unité de contrôle travail illégal, régional travail illégal, où avec une vingtaine de personnes qui effectuaient avec l'unité de contrôle grand chantier au moins un gros contrôle par mois sur les ouvrages olympiques. Et quelles étaient les modalités de contrôle et les leviers d'action alors sur le terrain? Alors les modalités de contrôle, c'est les modalités tout à fait simples, c'est-à-dire la plupart du temps le contrôle est inopiné, donc on ne prévenait jamais, et donc les interventions, après ça pouvait aller des simples observations, donc aux arrêts de travaux dont j'ai parlé, et ça a pu, dans certains cas, qui ont été évoqués, notamment sur des procédures pénales, quand on a été face à de grosses infractions, notamment sur le travail illégal. Et puis il y avait aussi des enquêtes sur les accidents du travail, sur les presque accidents, la participation aussi au CISSCT, aux réunions réunissant les représentants du personnel des différentes entreprises par rapport à des opérations particulières sur lesquelles les collègues intervenaient aussi régulièrement. Comment est-ce que vous avez travaillé avec la Solideo? Alors avec la Solideo, on avait déjà un lien très, très fréquent, c'est-à-dire un lien de crise par rapport à des situations qui pouvaient être signalées, accidents du travail évidemment. Et puis on avait un point mensuel avec la Solideo où on s'échangeait un certain nombre d'informations, on leur faisait part un peu de notre ressenti sur certaines opérations, et eux-mêmes pouvaient nous indiquer qu'il y avait certains endroits où notre attention pouvait se porter peut-être de manière un peu plus importante. Et il y a eu aussi un travail de collaboration avec des interventions qu'on a pu faire en collège interchantier pour porter des messages de prévention, à la fois sur la prévention sur la sécurité au travail et à la fois sur le travail illégal auprès des maîtres d'ouvrage et des entreprises. Alors on le rappelle, 4 fois moins d'accidents sur les chantiers olympiques que sur les autres chantiers d'envergure. On le doit à une mécanique vertueuse dont la transparence fait clairement partie, Henri. Effectivement, donc on vient d'évoquer le rôle pris et le rôle alloué à la Driette, et puis la Solideo, à côté de ça, a développé finalement une diffusion d'une culture sécurité en tant que grand ensemblier des ouvrages olympiques. Et donc ce travail a été fait à la fois à l'échelle de l'ensemble du portefeuille de la Solideo, mais aussi à l'échelle d'un objet comme le village d'été. Et donc avec un travail qui s'est fait avec toutes les directions de projet de chacun des maîtres d'ouvrage, et avec une culture qui était une culture incitative. C'est-à-dire qu'on a mis en place des visites croisées appuyées par l'OPPBTP, on a mis en place toute une série d'événements sur place, ce qui fait qu'on emmenait avec nous à la fois les directions de projet, mais aussi
les ouvriers puis l'ensemble des personnes présentes sur place à travers des événements qui, quelque part, ont permis de créer cette culture de la transparence. Et cette culture de la transparence, elle permet petit à petit, quelque part, de faire tomber un certain nombre de barrières et de se dire les choses. Et ce qui faisait que l'expérience prise à droite, on pouvait aussi la répercuter à gauche. Et comme tous ces chantiers ont avancé de front, on a réussi à capitaliser au stade du gros œuvre, puis au stade du second œuvre, sur l'expérience des uns et des autres. Et donc je pense qu'il y a vraiment eu les deux faces d'une même pièce, c'est le travail fait par la Drieetz et le nôtre qui ont quelque part fait un complément ensemble. Cette transparence, comment elle s'est concrétisée sur le chantier dont vous nous parliez tout à l'heure? Alors en fait, nous on s'inscrit complètement dans cette culture de la transparence, effectivement. Et pour vous donner une petite anecdote, en gros, 1 mois ou 2 mois après le début du chantier, on a eu un accident, et puis l'entreprise ne nous l'a pas forcément fait remonter, en tout cas pas aussi rapidement que ce qui était demandé dans le contrat. On n'a pas hésité, tout de suite, on a appliqué une pénalité assez importante pour faire respecter le contrat et de façon à obtenir justement cette transparence par la suite sur l'ensemble de nos accidents. Donc on est à peu près certain d'avoir eu 100% de remontée de notre accidentologie, mais au-delà de ce qui peut paraître comme un peu punitif, par ailleurs, je pense que la transparence, on ne l'obtient que grâce aussi à une relation de respect et de confiance avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et moi, c'est quelque chose à laquelle je me suis vraiment impliquée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, à tous les niveaux, si les directions, je dirais, des entreprises avec lesquelles on travaille, on les voit régulièrement et qu'on développe cette culture justement aussi de la transparence avec eux, qu'on échange régulièrement, ça contribue à tous les niveaux à avoir ce type de remontée par la suite. Marc Gérard, quelles sont les actions qui ont été menées par l'OPP-BTP auprès de la Solidéo? Alors, nous avons fait du conseil. Et en fait, un conseil, par définition, c'est quelque chose de très simple à comprendre. C'est une suggestion qu'on suit un peu, beaucoup, ou pas du tout. Et il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Et donc, j'aurais tendance à dire que nous, on n'a pas travaillé. Ceux qui ont travaillé, c'est les 30 000 petites mains de Bernard Thibault. C'est l'encadrement des entreprises, c'est les bureaux d'études, c'est les maîtres d'ouvrage, c'est les HSE, c'est les SPS qui ont fait un boulot fantastique. Et puis bien sûr, c'est Solidéo. C'est eux qui ont pris les décisions qui sont allées parfois bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, pour faire du conseil sur un projet aussi grand que ça, il y a quand même de la méthode et de l'organisation. On était une équipe, une petite équipe de 4 personnes. Et avec 4 personnes, on se relayait et on assurait une présence quotidienne. On avait une réunion hebdomadaire et une réunion hebdomadaire avec Solidéo. Donc on était au courant, alors que le projet était très grand, on était au courant en temps réel à peu près de ce qui se passait. Ça c'est le premier truc. Et le second, c'est que nous bénéficions derrière d'une polycompétence. C'est-à-dire derrière nous, il y a tous les services de l'OPP-BTP et nous sommes capables de répondre à tous les problèmes techniques, tout corps d'État, à des problèmes de management, à des problèmes de réglementation, des problèmes de communication, des problèmes de formation. Et tout ça, ça nous permet de donner, enfin on l'espère en tout cas, de bons conseils. Il y a eu 3 grandes phases. Une première phase de conseil stratégique, où là on pose, on affine l'organisation et on implique les gens. Donc Yann a parlé de la charte HSE, oui on a conseillé la charte HSE. Il a parlé par exemple d'indicateurs, oui c'est un sujet majeur, stratégique, de savoir mesurer. Donc on a fait du conseil sur les indicateurs, on a affiné la comitologie, le rôle des différentes instances. Donc ça c'est le conseil stratégique, ça a duré quelques mois. Ensuite, une fois que tout a été mis en place, et on a accompagné, donc on a participé à des centaines de réunions un peu partout, on a animé des dizaines d'ateliers, on a réagi en temps réel à des tas d'incidents, de situations dangereuses. Et puis sur les derniers mois du chantier, vous savez, les derniers mois du chantier sont toujours très cruciaux parce qu'il y a la pression des délais, et la pression des délais autorise souvent les gens à prendre certaines libertés. Et donc sur les derniers mois des travaux, nous avons volontairement été beaucoup plus présents en termes de visite chantier pour réagir à toutes les situations dangereuses. Rapidement, quel regard portez-vous sur l'implication des entreprises, des dirigeants, des collaborateurs? Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné, on le sait tous hein, sur ces sujets-là. Et en fait, la raison provient à la fois de la nature humaine et du sujet sécurité, qui est un sujet complexe et ingrat.
Alors je vais parler que du sujet sécurité. En fait, pour faire de la sécurité, il faut une bonne organisation, il faut des moyens. Hein. Et on a tendance à se focaliser là-dessus, mais bien sûr qu'il le faut, mais ça ne suffit pas. Hein. Donc nous, avec notre culture de technique, on va beaucoup organiser, on va mettre des clauses dans les marchés, on va faire des tas de choses, mais ça ne suffit pas. Et effectivement, une part importante de la sécurité ne peut pas être prescrite, anticipée, organisée. Une part importante de la sécurité, on appelle ça la sécurité gérée, elle dépend des comportements des gens qui réagissent à l'instant T. C'est un peu comme vous, imaginez, vous avez une super voiture bien sécurisée, ok, il y a un code de la route qui est censé poser les règles de tout le monde, ok, ça ne vous empêche pas d'avoir un accident si vous prenez la mauvaise décision au mauvais moment. Hein, c'est une histoire de comportement. Donc la moitié du résultat sécurité dépend du comportement des gens. Le but du jeu, c'est d'avoir des gens qui ont un comportement intelligent et raisonnable. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient un comportement intelligent et raisonnable? Je pense qu'on a encore quelques milliers d'années de recherche sur ce thème-là. Mais en fait, on a quelques pistes. Par exemple, il faut s'organiser pour que le message sécurité soit permanent, quotidien, naturel et sain. Il faut s'organiser aussi pour que le message sécurité soit positif, c'est-à-dire qu'il y ait d'un côté une exigence et des contraintes, mais au moins autant de valorisation et de choses positives sur le message, qui est vraiment un discours comme quoi la sécurité c'est du gain, c'est de la performance. Voilà. Et puis enfin, pour agir sur les comportements, on n'a pas 36 moyens, on n'a qu'une seule courroie de transmission, c'est l'encadrement. Et bien en fait, il faut travailler pour améliorer le leadership de l'encadrement. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un qui inspire et qui donne envie. Eh bien, tout ce que nous avons fait, c'est donner des conseils pour rendre tout l'encadrement à tous les niveaux, pour améliorer, je dirais, le leadership de l'encadrement. Henri, une réaction sur la prévention et son animation. Alors effectivement, ce que tu as souligné Marc, c'est que finalement ça passe d'abord par la question de la posture et du maître d'ouvrage en premier lieu. Et donc tout le travail que l'OPBBTP a fait avec nous en 2021, c'est justement de nous faire prendre conscience de la posture qu'on devait avoir au quotidien sur les chantiers. Ça s'est par exemple traduit dans mon équipe avec les coordinateurs SPS qui étaient sur le bureau à côté du mien. Et donc les coordinateurs SPS interchantiers, sur les 6 derniers mois de chantier, je les avais juste à côté. Ce qui veut dire qu'au quotidien, en fait, le message sécurité, il était partout. Dans l'équipe de la Solidéo, mais par effet de rebond, les maîtres d'ouvrage ont pris quelque part la même posture. Et donc cette question culturelle et de posture, elle est essentielle. Et c'est vraiment un des éléments que je tire de cette expérience du village olympique et des ouvrages. C'est vraiment cet état d'esprit qui doit considérablement évoluer, et il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer dans la chaîne de production de la sécurité. Est-ce qu'il y a un avant et un après du côté RTE? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des idées que vous allez garder? Oui, alors pour moi, incontestablement, c'est un chantier qui m'a marqué déjà personnellement, parce que je l'ai suivi de 2019 à fin 2024. Mais oui, alors en termes de bonnes pratiques, je ne vais pas revenir sur les choses qui sont un peu spécifiques aux travaux souterrains, parce que ce n'est pas forcément notre cœur de métier à RTE de faire des tunnels tous les jours, bien évidemment, mais en revanche, il y a des bonnes pratiques en matière de sécurité qui sont, je pense, à garder. Il y a ce que j'évoquais juste avant, je ne vais pas innover par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais en revanche, la bonne communication à garder à tous les niveaux et au niveau des entreprises, entre le maître d'ouvrage et les entreprises avec lesquelles il travaille, sur le domaine spécifique de la sécurité, hein, j'entends, même si ça va bien évidemment au-delà. Il y a aussi le fait de mettre une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si le besoin en été. Je pense que ça, c'est vraiment une pratique. Et puis la présence terrain au quotidien sur les chantiers, bien évidemment. Et du côté de la Driette, quels enseignements tirez-vous de cette expérience olympique, des bonnes pratiques que vous pourriez réutiliser, Guillaume Robin? Alors réutiliser, je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une organisation spécifique. Hein. Donc en 2019, on crée en fait une unité de contrôle spécifique sur les grands chantiers. Donc l'inspection du travail, elle est généraliste et elle est géographique. Hein, mis à part le travail, enfin aussi on a une unité spécialisée en matière de travail illégal, et donc là on a décidé de créer une unité de contrôle qui allait être compétente sur tous les chantiers, donc sur toute l'Île-de-France, hein,
de la colline d'Elancourt à Vers-sur-Marne, tous ces chantiers de la Solidéo étaient suivis par une même unité de contrôle qui avait aussi en charge les chantiers du Grand Paris, qui eux ont une logique de réseau, donc qui s'explique aussi pour ça en termes d'efficacité. Donc là, ça a permis vraiment de répondre, je pense, à une attente vraiment de l'opinion publique sur le fait qu'on voulait des chantiers qui soient suivis, qu'il n'y ait pas d'accident. Hein. Il y avait le Qatar, il y avait tout ça comme contexte, donc qui ont fait vraiment que à mon sens, cette organisation a été justifiée et a vraiment permis de répondre aux attentes. Quels enseignements en tirer pour toute la filière construction, Karine Génaud-Forestier? Alors, je ne sais pas si je peux parler au nom de toute la filière construction, mais ça va... je vais rebondir sur ce que Mal disait, c'est pas gagné. C'est pas gagné, et pour autant, tout au long de la filière construction, tout le monde a y gagné. Donc, on l'a dit, la charte sociale est venue poser un cadre, la charte HSE aussi, tout un tas de rituels, de processus, une comitologie qui a été mise en place. Déjà ça, l'enseignement à en tirer pour chacun d'entre nous, c'est que c'est un collectif qui doit se construire, mais ce collectif, il repose sur une connaissance minimum du rôle de chacun dans la chaîne. Donc le maître d'ouvrage, Henri l'a rappelé, était très présent, très incarné. Quand côte à côte on a le bureau du CSPS et de l'opération de travaux, voire des systèmes pour d'autres types d'opérations, ça veut dire qu'on sait à quoi sert l'autre dans la problématique de prévention. On vient intégrer la prévention, la sécurité comme une compétence intrinsèque, non plus simplement de l'un ou de l'autre, non plus se dire c'est Quadro qui va faire, c'est pas mon job de faire de la prévention, mais se dire que chacun vient contribuer à l'édifice. Donc ça c'est je dirais un des enseignements. Le deuxième, on a parlé tout à l'heure de, Madame la présidente de la CCI a parlé de transférabilité. Nous on parle souvent de ruissellement, c'est-à-dire que on a pu voir au fil de l'avancement de l'opération que depuis les majors jusqu'au PME, au TPE, il y a quelque chose qui s'est grainé, qui se distillait. C'est ça ce qu'il faut réussir à maintenir. Moi j'ai eu la chance d'être toujours aux côtés de la Solidéo, de Yann, de Henri et des équipes sur la phase héritage. Ben, ça se maintient. Ce qui veut donc dire que malgré l'absence des projecteurs, malgré l'enjeu, parce que pour tout le monde les JO c'est fini, mais non, ça se finit pas, le village il est en pleine effervescence, il y a encore des compagnons, il y a encore des équipes, des maîtres d'ouvrage, donc c'est ça ce qu'il faut finalement faire se maintenir. Les enseignements, c'est que la règle, l'encadrement, le prescrit ne suffit pas, il faut du contrôle, on l'a vu, et il faut de l'accompagnement, il faut de l'explication, il faut que cela vive au quotidien, et c'est, je dirais, non pas le rôle d'un seul acteur. Les équipes de la Solidéo passaient le message prévention, les QSE des entreprises passaient le message prévention pour que chacun puisse s'approprier ce qu'il avait à faire. Enfin, je dirais que ce qui est à tirer comme enseignement, c'est la partie un petit peu plus contractuelle. À la base de ça, il y a aussi des règles qui ont été posées. Alors vous avez évoqué le fait que parfois on vienne rappeler par le contrat, par le coercitif, mais finalement Marc a dit un peu l'opposé, c'est que ça ne suffit pas, il faut faire bouger les comportements et finalement il faut que chacun comprenne le rôle qu'il a à tenir. Donc c'est un ensemble, c'est un cadre. On parle souvent d'écosystème et c'est ça ce qui doit se construire à l'échelle de l'opération. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez autrement? Oui, forcément. Lesquelles? Je pense que, en tout cas, on n'a aucun regret par rapport à tout ce que nous avons fait. Je pense que c'était essentiel. Peut-être, et j'en ai parlé déjà, une attention plus particulière sur les intérimaires. Et ça, c'est quelque chose qui reste aussi. On parlait des bonnes pratiques tout à l'heure, mais voilà, ça, je pense que si on aurait peut-être pu être encore plus attentif à cette population-là. Et puis également, je le disais, voilà, on était très focus sur des risques spécifiques. Oui, voilà, on manipule du 225 volts, on construit un gros tunnel, c'est des risques qui sont très importants et potentiellement très dangereux. Pour autant, il ne faut pas oublier le petit carton qui traîne, il ne faut pas négliger voilà, la barrière qui est mal positionnée, des choses comme ça, et le risque routier et la fatigue potentiellement des compagnons qui travaillent avec nous et qui rentrent chez eux le soir un peu fatigués. Enfin, voilà, donc il faut vraiment prêter attention à tout et ne rien négliger. Même question, Guillaume Robin, des points où l'on pourrait faire mieux du côté d'Adriette? Oui, alors, pour nous, je pense que clairement, c'est la question du travail illégal. Je pense que
qui aurait dû être encore plus anticipé. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, le travail illégal, c'est quand même un gros facteur de risque. C'est-à-dire que les entreprises qui emploient des salariés dans des conditions irrégulières, généralement, ils n'auront pas fait faire la visite médicale et ils n'auront pas eu une formation à la prise de poste digne de ce nom. Donc là-dessus, l'organisation particulière de Paris 2024, avec des sites disséminés, réutilisés, etc., a fait qu'on n'était pas comme à Londres avec un maître d'ouvrage unique. Donc il y avait une question de gouvernance. Et là, je pense qu'il y aurait eu moyen peut-être de plus insister, ce qu'on a dit, hein, sur les conditions contractuelles, la responsabilité, la vigilance des donneurs d'ordre, de manière à pouvoir sortir les mauvais élèves plus rapidement. Karine Jeannot-Forestier. Alors déjà, en parlant, je dirais, de mieux faire, à partir du moment où il y a eu un accident, ne serait-ce qu'un seul, c'est qu'on peut mieux faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Peut-être engager, je dirais, plus tôt la démarche, pour arriver à la rendre un peu plus absorbable, digeste à l'ensemble des acteurs. Voilà, pour autant, la réflexion, elle a été menée, elle s'est poursuivie tout au long. C'est vrai que Paul-Phil a évoqué tout à l'heure la Société du canal Seine-Nord-Europe. On a la chance d'être arrivé avant même que le tracé soit définitif, que le premier coup de pelle ne soit donné. Donc, je prêche pour qu'on soit vraiment dans cette logique-là sur l'ensemble de toutes les opérations, mais même quand on construit un logement social, même quand on construit n'importe quel ouvrage dans ce pays. Donc ça fait partie, je dirais, de ce qu'on peut mieux faire. Tenir compte aussi, peut-être davantage et un peu plus tôt, de la différence entre les acteurs. Le niveau de maturité, donc la compréhension qu'on a de l'enjeu de prévention, vous l'avez évoqué, on a des belles grandes entreprises françaises qui sont très acculturées, mais qui font appel à de la sous-traitance, et des entreprises plus petites, qui n'ont pas forcément la même culture, mais pas les mêmes moyens, la même organisation. Donc ça, on peut le faire, on a encore à faire mieux. La notion de sous-traitance est une chose, mais finalement, sous-traiter, si le sous-traitant a la même culture, ça se passe bien. Si on sous-traite à quelqu'un qui n'est pas dans la même culture, qui n'est pas dans le même code, qui n'a pas les mêmes capacités à faire, qui n'a pas formé, qui n'a pas accompagné, ça ne peut pas fonctionner, même au premier rang. Donc ça, on peut encore mieux faire. Et puis, on évoque depuis tout à l'heure cette dimension solidaire, durable. Ce qu'on pourrait mieux faire, et en tout cas, moi j'espère qu'on va faire mieux, c'est que ça s'installe, que ça ne devienne plus le « on va faire pour ne pas avoir de contrôle, on va faire pour ne pas être le chantier dénoncé pour un accident, mais on va faire parce qu'on y croit, parce qu'on a compris qu'il y a un intérêt, il y a une performance, il y a un gain, et que le premier gain, il est social, humain. » Un complément, Marc Gérard, du côté de l'OPP-BTP. Oui, alors, ce qu'on peut mieux faire, c'est le suivi des petites entreprises, bien sûr. Chez CIDO, on peut dire que sur le chantier des JO, il y a eu les plus beaux chantiers de France en termes de maîtrise et d'organisation, mais il y a eu aussi des chantiers qui n'étaient clairement pas au niveau, et on est passé plusieurs fois pas très loin de la correctionnelle, faut le dire. Donc, et à chaque fois, c'était des candidats séparés, des petites entreprises. Et le problème des petites entreprises, c'est que, en fait, elles ont peu d'encadrement, un personnel pas très formé à la sécurité, et elles sont difficiles à atteindre. Alors avec ce vidéo, on a fait des actions dédiées pour aller les chercher. Par exemple, on a fait des trophées dédiés aux petites entreprises, conçus pour les petites entreprises, uniquement pour les faire participer, pour nouer des relations avec elles. Mais ce genre d'action-là, il faut en fait les multiplier. Il faut avoir des actions sur les grands projets dédiés aux petites entreprises, exclusivement. Henri. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, le fait d'avoir un périmètre de projet, mais qui finalement un périmètre de programme, permet de créer les moyens pour produire de la sécurité. Et finalement, il ne faut pas faire de lecture à l'échelle nucléaire, mais bien à l'échelle de l'ensemble d'un programme. Et c'est à cette condition-là qu'on arrive à créer finalement le socle qui, à ce moment-là, crée, de la sécurité par percolement ou ruissellement. Et donc c'est vraiment ce que je retiens sur le village, c'est finalement notre rôle d'ensemblier en tant que Solidéo a permis justement d'infuser à tous les étages et avec, des retours qui étaient plus ou moins efficaces au début, mais qui globalement à la fin ont été très bons. Alors on arrive presque au terme de cette table ronde. Si vous deviez résumer en une phrase ce retour d'expérience sur cette culture commune de la sécurité, on commence avec vous. Gwenaëlle Bongiovanni. Si on peut avoir quelques micros. Oui, moi je dirais ne rien lâcher,
ne rien lâcher, du début à la fin, c'est-à-dire avant, quand je dis le début, c'est évidemment dès le contrat, jusqu'au dernier jour du chantier et même au-delà, puisqu'on doit derrière faire des règles, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Sur l'amont, évidemment, on est toujours là. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'on fait, par exemple, c'est indispensable. C'est indispensable pour cette culture, c'est indispensable pour aller de l'avant, c'est indispensable de partager nos expériences et c'est indispensable pour innover. Ça a été dit plusieurs fois précédemment, j'ai entendu le mot innover, et moi je pense qu'on peut toujours innover dans le domaine de la sécurité, que ce soit au point de vue des outillages, des organisations, des façons de faire et de la culture. Et la culture commune, ça contribue à tout ça. Karine Jeannot-Forestier, une phrase. Presque. En une phrase, dupliquer, capitaliser. Concrètement, utiliser cette matière riche, forte, que la Solideo a le courage d'exploiter dans le détail et avec honnêteté, et pouvoir aller plus loin. Typiquement, les clubs HSE, CSPS, les reproduire ailleurs. Je peux vous dire qu'ils sont déjà placés dans le programme de la Société du Canal. Les visites croisées, Lyon-Turin nous suit, on va suivre l'exemple de ce qu'on a fait avec la Solideo. Les rencontres de la sécurité, de la société, des grands projets, elles émanent très largement de l'esprit des Olympiades. Donc c'est ça la logique, c'est poursuivre, dupliquer, capitaliser et en apprendre collectivement. On ne pourra pas avancer en restant cloisonné. Ça doit être justement une filière qui soit en mouvement et qui reste en mouvement. Guillaume Robin, une phrase pour résumer ce retour d'expérience. Bon, alors une phrase, on peut dire que l'exigence d'exemplarité est tout à fait compatible avec la peur du gendarme. Voilà. Marc Girard. Chacun dans ce rôle. Il faut qu'il y ait les deux. Hein. Il faut qu'il y ait à la fois l'exigence et la contrainte, et simultanément et au même niveau, tout ce qui va être explication, encouragement et valorisation. Ce sont ma conclusion. Henri. Alors, moi, c'est créer les conditions de l'anticipation. Et après, le deuxième volet, un peu comme toi, Marc, c'est la question de la fierté. C'est-à-dire que les personnes qui sont fières de participer à un ouvrage, c'est des personnes qui produisent de la sécurité pour elles-mêmes et pour les autres. Merci à vous cinq pour tous ces messages, ces exemples très concrets. On peut vous applaudir.